Bonjour à tous et à toutes. D'abord, je voulais remercier vraiment Martin pour l'invitation du coração, comme on en dit au Brésil. Ça me fait beaucoup plaisir d'être ici avec vous à Montréal. Et l'invitation est aussi spéciale parce que Martin, dès que je l'ai fait connaissance l'année dernière à Paris, il a beaucoup montré un intérêt sur mon sujet de recherche et son enthousiasme à m'aider un peu à ajouter les idées pour la présentation d'aujourd'hui. Ça me fait beaucoup plaisir de partager des idées qui sont vraiment des idées expérimentales par rapport à la conceptualisation de ce qu'on a appelé queer care. Il faut aussi remercier l'équipe de la chaire au nom de Jessica, qui est de l'autre côté, pour tout le règlement et tout ce qu'elle a fait pour nous aider à venir du Brésil. On est arrivé hier et voilà, c'est un long voyage, mais c'était tout absolument parfait. Merci beaucoup. J'ai aussi voulu noter en fait que cette occasion, c'est vraiment spécial dans les contextes. Une chaire de recherche sur la diversité sexuelle et des genres, c'est toujours quelque chose qu'il faut célébrer et protéger d'une certaine manière dans un monde comme le nôtre aujourd'hui. Donc, il faut noter que des initiatives comme ça à l'université ici à l'UQAM, c'est spécial. Pour tout ça, merci, muito obrigado. Et il faut aussi que je remercie à l'équipe d'étudiants, surtout des graduations, des masters et doctorats, qui font partie de tout ce qu'on va partager ici par rapport à la conceptualisation du queer care et aussi par rapport aux initiatives de recherche empirique qui sont les bases pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs étudiants, mais il faut quand même enregistrer que beaucoup de ce qu'on va présenter ici, ça vient de mains et des cerveaux des étudiants de l'Université fédérale de Minas Gerais, à Belo Horizonte, au Brésil, d'où on vient. Finalement, il faut aussi remercier Marcel parce que la présentation d'aujourd'hui que je fais, la première partie, se connecte directement avec un article qu'on a écrit ensemble, ce sont des idées partagées. Et aussi à Nadia Guimarães, c'est la chercheuse brésilienne qui a mis le projet qui va donner aussi la conférence la semaine prochaine ensemble et viabilise des rencontres comme le nôtre. Donc c'est ça. C'est à cause d'elle aussi que tout ça c'est possible. Alors, l'idée centrale de mon intervention d'aujourd'hui, c'est de présenter et essayer de répondre au moins commencer ça, la question qui est à la fois elle est très directe, simple, mais difficile et il y a plein d'ambiguïtés à la base de la conceptualisation du queer care. C'est spécialement comprendre comment les personnes LGBT vivent en réalité la réalité du care. J'essaye basiquement de démontrer que les expressions du genre et de la sexualité dissidente influencent directement ce que les personnes LGBT expérimentent par rapport au care dans leur vie. Cela impacte bien sûr également les positions qu'elles occupent dans des relations du care. Et mon idée ici, c'est de faire avancer au moins une première idée autour de ce concept de queer care. Mais je fais ça dans un dialogue direct avec un champ d'analyse et de militance, bien sûr, qui vraiment est en train d'apparaître. Dans des premiers travaux qui formulent l'idée du care traversée par les identités de genre et sexualité non hégémoniques. C'est le cas de l'intellectuel et activiste trans Rio Malatino qui présente l'idée de transcare, qui c'est vraiment ce qu'il propose, c'est un geste de décentrement conceptuel qui essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe si on considère le care vraiment du point de vue des personnes trans dans ces cas-là. Voilà, un décentrement. Alors, j'essaie de faire ça un peu basé sur les données empiriques d'un projet intitulé Longevivir LGBT. C'est un projet de recherche qui a été conclu l'année dernière, qui étudie les processus de vieillissement de la population LGBT dans la ville de Belo Horizonte, au Brésil, où j'habite. C'est la capitale de Minas Gerais, un État au Brésil, et c'est la troisième région métropolitaine du pays, avec
plus de 5 millions de personnes. Donc, c'est vraiment une typique méga ville latino-américaine avec toute cette complexité, la puissance et aussi, vraiment, c'est une ville où ça vraiment bouge dans tous les niveaux. Par rapport à la vie des personnes LGBT, la ville de Belo Horizonte est aussi une ville très libre, avec une vie culturelle intense, des mouvements sociaux très forts, mais aussi une ville très conservatrice, très religieuse et très violente, comme ça arrive beaucoup dans des villes brésiliennes. Alors, c'est là où on a développé, je disais, le projet Longevivir sur le vieillissement des personnes LGBT dans la ville de Belo Horizonte. Et aujourd'hui, je propose en réalité une coupe verticale dans des données qu'on a collectées dans le cadre de ces projets sur des personnes âgées LGBT à Belo Horizonte. Comme une tentative de percevoir le sujet, les relations et les espaces et aussi les pratiques de care pour ces personnes. Le point de départ ici, c'est vraiment une relative lacune théorique aussi. Dans la littérature sur le care, il n'y a pas beaucoup écrit ou étudié sur la relation entre les identités de genre et sexualité dissidentes et le care, finalement. Alors, bien sûr qu'il y a des exceptions importantes et croissantes, mais dans ce domaine, les relations de soins sont vraiment, et de l'autre côté, si on prend le champ du care, conceptualisées de manière très hétérosexuelle et cisgenre. Les études LGBT et aussi la théorie queer, de l'autre part, ne prend pas en compte vraiment la dimension du care et la sphère de pratique du care comme un sujet central. Une telle déconnexion théorique, cette lacune entre la théorie queer et LGBT et le champ du care, ça devient bien sûr de la centralité des relations des genres dans le domaine du care. Par exemple, avec la centralité des débats sur la surcharge féminine dans des travaux domestiques et aussi des care des personnes dépendantes. Mais on essaye de faire ces deux champs se rapprocher à partir d'une recherche empirique. Dans ces projets Longevivir, on a cartographié les expériences de la population LGBT âgée, plus de 60 ans, dans la ville de Belo Horizonte. L'épicentre du projet, c'était essentiellement des entretiens, des histoires de vie qu'on a fait avec 75 personnes âgées, parmi lesquelles des hommes gays, des femmes lesbiennes, des personnes bisexuelles, personnes trans et travestis. C'est une identité de genre qui après, on peut parler quelques mots sur ça, qui apparaît beaucoup au Brésil. Donc l'objectif principal du projet, c'était donc de rassembler des informations sur la population LGBT dans plusieurs sujets, des profils socio-économiques, structure familiale, la santé, violation des droits, la violence LGBT-phobe, la sécurité, etc. etc. Et on a formé bien sûr une équipe multidisciplinaire. Moi, je suis prof de droit, mais c'est vraiment une recherche qui est plutôt dans les domaines de la sociologie, la psychologie, l'histoire aussi. Mais on a formé une équipe multidisciplinaire et on a fait la recherche en deux phases, avec des questionnaires exploratoires en ligne et après les entretiens d'histoire de vie. Il faut noter que la plupart de la recherche a été faite pendant la pandémie, donc c'était pas vraiment évident, mais c'était des entretiens d'histoire de vie avec une expansion de type boule de neige, en considérant que c'est un public très difficile d'accéder quand on parle de personnes âgées LGBT dans une ville comme la nôtre. Alors, dans la première phase de la recherche, on avait un questionnaire en ligne qui a été diffusé dans des groupes de messages, surtout dans le WhatsApp. WhatsApp, dans un pays comme le Brésil, je ne sais pas comment ça se passe ici au Canada. Martin, je sais qu'il a notre WhatsApp, c'est un bon signe. Mais au Brésil, il n'y a personne qui n'a pas de WhatsApp, surtout des personnes âgées. Donc, c'est vraiment un moyen de communication super fort. Donc, on a fait le questionnaire en ligne circuler dans le WhatsApp et aussi une diffusion dans la média traditionnelle de la ville, avec en fait un intérêt très considérable
considérable par rapport aux journaux et voilà, le moyen de communication établi dans la ville. Toujours dans un premier temps de diffusion, on a eu un élargissement des stratégies avec des recherches actives des espaces fréquentés par des personnes LGBT plus âgées. On est allé à plusieurs endroits qui incluent, par exemple, centres publics de santé, mais aussi des saunas gays, des bars, des espaces culturels, la vie nocturne, les cinémas érotiques, on a cherché un peu partout. Et le matériel graphique est là reproduit. Alors, dans la deuxième phase, on a fait vraiment des entretiens, 75, je disais. Et pour ceux qui travaillent avec ce type de méthodologie, des entretiens d'histoire de vie, c'est beaucoup. C'est vraiment une quantité énorme des entretiens qu'on a réussi à faire. Et les données collectées sont vraiment complexes et riches. Et on a commencé, en fait, à explorer, à comprendre et analyser une quantité de données. On est vraiment au début. Alors, c'est ça le contexte. Et ici, je propose ce que je disais au début. Je propose une idée centrée sur la perspective du care. Et on fait ça avec un dialogue entre la théorie queer pour comprendre à quel point les pratiques, espaces et relations de care se manifestent de manière différente par rapport à les expériences dissidentes de genre et sexualité. Alors, care, pour commencer avec ça. Care, comme Martin avait dit aussi, c'est une catégorie très intéressante. C'est une catégorie théorique aussi capable de métaboliser des significations plurielles et parfois contradictoires. Je propose ici partir, comme Martin, du concept que c'est le plus influent au monde du care. C'est celui-ci de Joan Tronto qu'on avait lu juste maintenant. C'est un texte dans les années 90 qu'elle dit que le care soit considéré comme une activité générique, blablabla, et tout ce qu'on a lu. Mais mon hypothèse ici, c'est que pour les personnes LGBT, tout ça est influencé directement par leurs identités de genre et sexualité. Surtout si on considère cette inclusion-là de nous-mêmes basée sur les corps. C'est une dimension centrale pour la perspective du care. L'idée de produire à soi-même son environnement et le monde répondra de manière très substantielle aux identités LGBT. Et pour moi, à partir des données qu'on a collectées dans les projets LongéviVir, cette relation entre care et identité se passe en trois dimensions principales: pratique, relation et espace de care. Pour commencer, une question. Quelles sont vraiment les pratiques de care? Il existe, il faut dire, une certaine manière dans l'ensemble théorique de la théorie du care d'opérations matérielles et symboliques qui sont socialement et institutionnellement reconnues comme pratiques de care. Soit dans la littérature du care, mais aussi dans la régulation des professions du care, il y a un groupe d'activités qui sont identifiables comme pratiques proprement de care. Bien sûr que les frontières conceptuelles des pratiques de care ne sont pas imperméables. La dispute entre ce qui constitue une pratique de care ou non, c'est toujours très vivante dans le champ de care. Mais de toute façon, dans la collecte des histoires de vie issues du projet LongéviVir, elles nous sont présentées des frontières encore inexplorées pour les pratiques de autoconstitution des personnes LGBT. Nombreux événements tout au long d'une vie d'une personne LGBT constituent matériellement et subjectivement des opérations qui sont potentiellement connectées à l'esphère du care. Par exemple, un entretien avec une travestie âgée nous fait réfléchir sur ce que sera le care dans son propre corps, notamment dans le contexte qu'elle a fait pour permettre l'expression de son genre. Elle dit, je me suis rasé les sourcils, je me perçais l'oreille et j'ai commencé à prendre des hormones. En 1980,
75. Mon Dieu, voilà, français. Hein. J'avais déjà fait la transition, dit-elle. Des pratiques esthétiques qui peuvent à première vue paraître très courantes, comme s'épiler les sourcils, percer les oreilles, prennent une force particulière puisqu'elles s'intègrent dans les substrats matériels qui est la transformation de l'expression des genres. De la même manière, des actes pharmacologiques et médicaux comme l'utilisation des hormones gagnent une signification particulière pour cette population. L'hormonothérapie a ses propres effets et proportions dans le contexte de la constitution des soins pour des personnes trans et LGBT ou travestis dans ces cas. C'est-à-dire que ce n'est pas une opération simple et quotidienne d'administration des médicaments. Il y a un lien intime entre ces gestes et la prise des médicaments et la production de soi-même. Et cela change, à mon avis, la nature des choses, amenant d'une façon définitive ces pratiques qui existent matériellement dans des autres univers, la prise des médicaments et des hormones, à une place bien particulière des pratiques de transcare. Toujours avec ces populations, il y a plusieurs pratiques corporelles qui appartiennent à ces mêmes univers. Quelques-unes qui sont placées en fait de manière très ambiguë en ce qui concerne la santé dans un sens strict des personnes trans au Brésil. C'est le cas par exemple de l'utilisation du silicone industriel. La littérature dans le pays est abondante pour apporter la présence et l'importance de cette pratique, notamment pour les travestis. C'est-à-dire, il y a aussi il y a une centralité de ces pratiques et aussi une certaine dimension communautaire de comme ces pratiques, elle est toujours là. Sont las travestis elles-mêmes autour de figures comme las bombadeiras qui injectent le silicone dans des autres travestis. Et une travestie âgée, toujours la même personne, elle va rapporter l'utilisation du silicone industriel dans le cadre de ces mêmes processus d'auto-affirmation, mais aussi va parler d'une pratique qui est radicalement négative pour la santé est une pratique médicalement déconseillée avec des risques majeurs et qui semble être intégrée par cette communauté comme une pratique centrale pour la constitution du corps. Il faut noter aussi qu'on est dans un monde où la vulnérabilité économique empêche que ces personnes accèdent à la sphère de la chirurgie plastique traditionnelle. Donc, face à la volonté, à la force, dans toutes ces forces de la transition, l'utilisation du silicone industriel devient une réalité. Donc, la même travestie raconte, j'avais beaucoup de silicone industriel sur le visage, il fallait enlever le silicone et j'avais besoin d'une chirurgie privée. C'est un processus apparemment super difficile du point de vue médical et avec des risques très intenses. Alors, dans ce sens, tant que l'ingestion et l'éventuelle suppression du silicone industriel en raison de complications de santé font potentiellement partie d'un cadre de pratique du care trans. Et voilà, et tout ça n'est pas forcément vu de ces manières dans le domaine du care hégémonique. Toujours dans le champ du corps, on peut aussi penser à des pratiques de découverte du corps des personnes LGBT dans ces contextes. Si on passe maintenant au domaine d'affirmation des sexualités dissidentes, les pratiques d'initiation sexuelle ou de recherche clandestine des partenaires érotiques apparaissent fondamentalement dans les trajectoires, par exemple, des hommes gays âgés dont on a fait des entretiens. Je parle ici des pratiques, je ne sais pas comment on dit ça en français, la croisière, le cruising. On dit la pégação en portugais comme de prendre quelque chose. Non? En brésilien, les processus d'attraper ou de prendre. On peut regarder le cruising de plusieurs façons. Je propose ici de le voir comme une série des échanges intersubjectifs qui, pour ces hommes gays âgés, finalement, sont fondamentaux pour comprendre et vivre le sexe.
Et avec ça, pour la formation d'une identité de quelqu'un comme homme gay, cet ensemble de pratiques socialement assimilées comme interdites peut être reconçu par les cadres de care dans ses multiples nuances et aussi des ambiguïtés. Un des hommes gays qu'on a entendu nous raconte ouais, je suis sorti pour faire l'amour dans des endroits un peu obscurs comme ça. Chacun vit comme il faut, hein, on peut dire. Voilà, avoir et vouloir et pouvoir expérimenter le sexe gay, le sexe dans ce cas, est au cœur de l'expérience de la vie de ces personnes. Alors, dans ces espaces, des pratiques érotiques sont intégrées au processus de connaissance de soi et d'expurgation de la culpabilité de l'homosexualité. Un autre homme gay qu'on a entendu nous a dit « Ensuite, j'arrivais, puis un gars venait, il s'asseyait à mes côtés et tout. Pour moi, c'était une situation très nerveuse. Je ne regardais même pas des côtés, mais d'un autre côté, c'était une situation très excitante. Alors, je ne ferais rien et je laisserais mes mecs me masturber, tu sais. Je voudrais parce que je repartirais sans culpabilité. C'était pas moi, c'était lui, tu sais. Voilà. Dans ces deux exemples, pratiques d'altération corporelle pour les travestis et pratiques sexuelles perçues comme clandestines ou de promiscuité pour des hommes gays, on voit des opérations fondamentales pour la production matérielle et symbolique de soi-même et de la vie. Alors, on passe maintenant au thème des sujets et relations du care dans une perspective queer. Les personnes LGBT, c'est ça mon point, occupent des positions dans des relations de care qui, une fois encore, renvoient directement à leurs identités. À partir du moment où ils commencent à montrer signe d'être personnes LGBT, surtout dans l'enfance, la place qu'ils occupent dans des relations de care change considérablement. Les personnes LGBT, en tant que sujet des relations de care, semblent voir les identités transmuées de manière très récurrente dans une sorte de monnaie d'échange. Pour accéder au cœur, les personnes LGBT sont souvent forcées à cacher leurs identités et à changer d'expression ou même les supprimer totalement. 2, pour constituer leur propre relation de care. Et 3, pour être forcées à prendre soin des autres. On va voir tout ça dans un moment. À des moments clés dans la vie, elles sont appelées à assumer un rôle de caregiver, parfois, de ceux qui ont été violentes à leurs égards. La position socialement subalterne des personnes LGBT dans une société LGBT-phobe impose obligations particulièrement de manière forte aux personnes LGBT, pour ça une monnaie d'échange. On a entendu nombreux cas de privation du care en raison de la condition LGBT. Par exemple, un homme gay nous raconte « J'étais un garçon plutôt efféminé. À partir de ça, il a vécu avec sa famille. La famille, il dit, la famille a essayé de changer mes façons, mon comportement, très discrètement. J'ai beaucoup souffert avec ces temps. » Donc, ça arrive souvent dans le mémoire de l'enfance des personnes LGBT plus âgées. Pour les personnes trans, le scénario est encore plus évident dans le contexte des besoins matériels et affectifs. Ça peut même cacher des formes de violence. Il y a par exemple une femme trans qui nous a raconté ce qui est projeté, elle était, mes frères n'aimaient pas m'accompagner, ils m'ont toujours me laissé derrière, et parce qu'ils n'étaient pas plus grands que moi, je ne pouvais pas les suivre. Et puis, c'est que j'ai commencé à arriver, il y avait un garçon qui me menait toujours avec lui, j'irais toujours avec lui, il marchait main dans la main avec moi, il me serrait dans ses bras, il était beaucoup plus âgé que moi, il me caressait et tout, mais je ne comprenais pas. Il avait environ 12 ans et moi 5 ans. Alors, dans la vie adulte, des personnes LGBT continuent à avoir des expériences qui les privent des relations de care et des significations affectives. C'est, par exemple, ce que nous dit une femme lesbienne à propos de son contexte familial.
Mon beau-frère m'interdisait d'être près de mes neveux quand ils étaient petits. Cela n'a jamais été un problème pour moi. Je dis, les enfants grandissent et ils ont grandi, ils sont aujourd'hui des grands amis à moi. Autrement dit, les positions classiques dans des relations de care potentiellement sont affectées par les stigmatisations, la peur, l'ignorance et la violence. Tout ça donne place à des liens non familiaux de care dans les imaginaires et les pratiques des personnes LGBT avec une force particulièrement forte. Une certaine idée des familles choisies, de chosen family, des significations communautaires fondées sur les amitiés entre personnes LGBT. La même femme lesbienne nous raconte, j'ai un ami qui est gay, il m'a regardé, il m'a dit comme ça, que nous avons plaisanté, il dit que nous étions mariés, que nous prendions les soins l'un des autres dans la vieillesse. La même chose ressort des significations profondes qui revêtent les amitiés tout au long de la vie. Une femme lesbienne nous raconte, nous avons un très bon groupe d'amis, très nombreux, forts, ouais. Il y avait plus de 50 ans d'amitié et j'ai conquise, voilà. Donc nous devenons beaucoup plus forts, nous soutenons beaucoup en parlant d'une forte des amitiés pour des rapports de care entre personnes LGBT. Les amitiés, dans ces cas, semblent signifier quelque chose sensiblement différent, surtout au vu des expériences de privation des unités de care classiques. En même temps, il faut bien noter, et vraiment il faut bien noter, rien de tout cela s'est produit de manière romancée dans des pratiques communautaires homogènes de rédemption. Ça n'arrive pas. Beaucoup vivent concrètement dans une très dure réalité d'isolement et abandon. Un homosexuel, un homme gay interrogé, il dit vieillir en tant qu'LGBT une expérience très solitaire, c'est-à-dire la perte dans ces longs processus d'érosion des liens du care peut prendre de formes intenses, surtout si on parle de travestis et personnes trans. Une travestie âgée nous raconte avec beaucoup de force, non? J'ai pas un seul ami et les sentiments surtout d'abandon pour tout le monde. Alors, c'est ça, non? Il ne faut pas romantiser l'idée de famille choisie et tout ça. Quelque chose aussi, ça arrive dans la vie adulte des personnes LGBT par rapport au care. Qui parle aussi de ces côtés monnaie d'échange de care, identité du genre et sexualité. Qui cet appel à occuper position de caregiver. Une fois plus, l'expression des monnaies d'échange apparaître. Alors, même avec des trajectoires compliquées dans la vie familiale, des situations, par exemple, de manque de care ou des situations violentes avec la famille, les personnes LGBT sont invitées, entre guillemets, à prendre soin des membres de famille. Et c'est un cas très récurrent chez les hommes gays, par exemple, dans une certaine inversion des rôles des gens traditionnellement associés à la garde des parents ou des personnes âgées dans la famille, qui sont normalement attribuées aux filles dans le place des positions des soignants traversées par les genres. Un homme gay nous raconte, ma mère elle avait un problème de santé, alors je l'amenais à vivre avec moi et pendant longtemps, je lui étais dévoué. Et je n'aurais pas pu avoir quelqu'un et prendre soin d'elle en même temps. Des situations vraiment fortes et très complexes. Et il apparaît aussi de manière très forte entre les personnes trans et travestis. Pour eux, dans l'enfance, dans les relations familiales, la violence peut apparaître de manière très extrême et très forte, par exemple, de manière physique, ou l'expulsion totale de la vie domestique et la privation des care de manière brutale. Mais même dans ces cas, il y a des travestis et personnes trans qui racontent cette même histoire, qu'elles ont pris soin des personnes âgées dans la famille dans ces cadres. Il faut aussi, je ne sais pas combien de temps Voilà, c'est bon. Il faut finalement aussi parler quelques mots sur l'idée des espaces pour finaliser ces cadres conceptuels de queer care.
Alors, la prise de conscience de l'importance des espaces dans des relations de care, ce n'est pas forcément une nouveauté. La littérature du care comprend d'une manière très sophistiquée que le care se déroule dans une relation intime avec les espaces à la fois physiques et symboliques. La centralité, par exemple, de la maison, l'espace domestique, le domaine privé dans l'univers du care a depuis longtemps été discuté pour cette littérature spécialisée. Dans les cercles de care non domestiques, la même chose arrive. Dans des réflexions dans les crèches, jardins d'enfants, les hôpitaux, les maisons pour les personnes âgées, tout ça sont les espaces concrets du débat du care. Alors, il existe un certain catalogue hégémonique des espaces où les rapports de care se déroulent. Alors, un premier constat pour faire un peu ce débat queer sur les espaces du care pour des personnes LGBT, c'est le constat que les personnes LGBT circulent eux-mêmes pour tous les espaces classiques du care. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, et dans chacun de ces espaces, bien sûr, l'identité LGBT affecte les rapports de care dans des espaces traditionnels. Mais il y a quelque chose au-delà de ça qui se passe, à mon avis. En face de la violence et des rejets que les personnes LGBT peuvent dépasser dans ces mêmes espaces de care hégémoniques, d'autres pratiques, comme on a vu, peuvent apparaître. Et ces pratiques se situent également dans d'autres espaces. Les processus voilà, il existe un processus de déplacement des pratiques non hégémoniques de care vers des espaces physiques aussi également non hégémoniques. Alors, la centralité aussi des espaces pour des personnes LGBT est quelque chose largement assimilé, discuté dans la littérature, par exemple, des droits LGBT et la théorie queer. L'idée même, il est débat autour de cette idée d'un ghetto LGBT et aussi l'affirmation historique de la lutte pour droit dans des espaces qui s'affirment comme LGBT conduisent à comprendre que les identités de genre et sexuelles sont vécues spatialement, c'est-à-dire se passent dans des espaces concrets. Et pour moi, les pratiques et relations de care qui se passent aussi pour les personnes LGBT se passent aussi dans des espaces de ce type. Une série de lieux qui, dans un premier regard, peuvent être lus comme des endroits uniquement dédiés, par exemple, aux loisirs, aux plaisirs, aux pratiques sexuelles, à la vie nocturne, peuvent être des espaces fondamentaux pour comprendre le care LGBT. Ce sont des bars, des clubs, des bancs publics, des saunas, des cinémas porno, espaces de cruising, quartiers chauds, la prostitution, la rue elle-même. Il y a de manière récurrente dans les histoires qu'on a entendues au cours de ces projets, les souvenirs d'un début de vie, une étape de connaissance vraiment de soi dans des espaces tels que les bars et les discothèques LGBT. Une femme lesbienne nous raconte sa découverte elle-même. Il y avait un bar gay là-bas et c'est là où tout a commencé. Comme si le moment de compréhension de soi-même dans ce type d'espace soit fondamental pour la perception de la vie elle-même. Dans les histoires, on voit une certaine centralité des espaces comme ça dans la constitution de l'identité en opposition à la maison. Donc, un homme gay nous raconte c'était une histoire de libération. Il y avait toujours les bars. Je suis allé dans les bars, j'ai découvert des choses. C'était la chose de la liberté, il nous dit. Alors, les significations attribuées à ces espaces pour des personnes LGBT ne sont pas trouvées des corrélats dans la vie des personnes hétéro et cis. Même si les hommes et les femmes hétérosexuels et cis peuvent fréquenter, ils fréquentent largement établissements de ce type, des bars, des clubs, il nous semble pas que ce qui se passe là-bas soit largement constitutif de ce qu'ils sont. Les processus de socialisation hétérosexuelle
intègre ces espaces dans la réitération des normes de genre et sexualité. En revanche, pour les personnes LGBT, c'est possible que justement le contraire se passe. Ces bars et boîtes de nuit deviennent des espaces d'expérimentation, de connaissance, de reconnaissance de soi chez les autres, en plus de permettre l'affection et le sexe de manière concrète. En se rencontrant dans des échanges et des expériences, dans des liens parfois promiscues, abjects, les personnes LGBT s'y perçoivent comme personnes LGBT. Souvent, dans la nuit et vraiment loin de la maison. Cette compréhension large intègre également des espaces encore plus spécifiques de l'univers LGBT. C'est le cas de Sona, par exemple, pour les hommes gays, qui nous racontent souvent, les hommes gays plus âgés, le rôle du Sona dans la recherche pour partenaires sexuels, mais aussi pour la socialisation plus élargie. Alors, si on considère une fois plus la population trans et aussi travestis, ces espaces gagnent une dimension encore plus élargie. Par exemple, une travestie nous raconte son expérience de vie. Je suis allé me promener dans le quartier rouge, et aussi on peut voir le quartier rouge, je ne sais pas si on dit ça en français, mais la zone, on dit en portugais, comme un espace de guerre. C'était vraiment, j'ai vu des travestis pour la première fois dans ma vie, c'était ça que je veux être. Je suis retourné à l'entreprise, j'ai récupéré mes affaires, je suis allé dans la zone de prostitution. Donc tout était très nouveau pour moi, tout était très libérateur, et c'était ça que je voulais. En même temps que c'était difficile, c'était très agréable. Arriver à la ville, à la plage, mer, beaucoup de travestis, beaucoup d'histoires, beaucoup de candomblés, d'umbandes, sont de religions africaines au Brésil, beaucoup de prostitution, beaucoup de glamour, beaucoup de fêtes. Tout ça pour moi, c'était la meilleure phase de ma vie. C'était dans ma transition, même si j'avais beaucoup souffert de voir travailler beaucoup pour gagner une assiette de nourriture, gagner une passée la nuit, mais c'était la meilleure phase de ma vie. Alors, pour les travestis, les zones de prostitution, en plus d'être des espaces de travail, sont des espaces dans lesquels elles craignent la possibilité d'affirmer leur identité de genre. C'est là où elles rencontrent d'autres femmes travesties et trans, se rapprochent d'elles et créent des liens établissant des échanges matériels et affectifs. Dans l'histoire des travestis et personnes trans au Brésil, il y a aussi un côté de mémoire d'une forme communale du care très fort. La même travestie qui a été la même de la citation d'avant, elle a dit dans les années 90, elle a vendu son appartement, j'ai remboursé mes dettes et acheté une maison dans la favela. Et j'ai accueilli tous les travestis et transsexuels séropositifs qui étaient malades du sida. À cette époque, dans les années 90, ils vivaient chez moi. Chez moi, beaucoup de travestis sont morts du VIH. En résumé, pour tout ça, les données empiriques collectées dans le cadre du projet Longevivir rendent compte d'une pluralité d'espaces dans lesquels les personnes LGBT engendrent des processus fondamentaux pour leur autoconstitution. La nuit, la rue, le bar, la discothèque, la zone, tout ça. Ce sont des lieux d'une manière ou de l'autre qui deviennent, dans ces espaces, ces personnes deviennent ce qu'elles sont. Voilà. On peut, à partir de tout cela, commencer, dans les 5 minutes qui me restent, à organiser l'idée du concept du queer care. Alors, ce que j'essaye de faire dans ces dernières minutes, c'est quelque chose que la géographe indienne Parvati Raghuram nous propose sur la question du care. Dans le contexte de la production, surtout racialisée des care, elle nous pose la question. Comment faire en sorte que les care ne soient pas définis par ceux qui ont eu le privilège de les recevoir? Définir le care, alors, devient un geste politique, traversé par des contraintes de sa production. Notre recherche nous a démontré que les personnes LGBT vivent le care à leur manière. Pour cette raison, une réflexion queer peut nous aider à lire ce qui se passe, pas de manière accessoire ou latérale, mais comme une condition constitutive.
Les expériences de care pour les personnes LGBT semblent, à mon avis, répondre au fait qu'elles sont des personnes LGBT de 4 manières principales. D'abord, la privation du care, soit totale ou partielle, pendant l'enfance, la vie adulte et la vieillesse. Dans le contexte familial et scolaire, dans l'enfance, dès que les personnes LGBT, je disais, manifestent des signes, des pistes de leur sexualité au genre, avec par exemple des gestes qui peuvent potentiellement les identifier comme personnes LGBT, la présence ou qualité du care familial est menacée. Les personnes LGBT peuvent être aussi privées, comme on a vu, de liens familiaux dans la vie adulte, avec des relatifs qui refusent les convives, interdisant aux autres de les faire ou les rendre tout simplement intolérables. Dans la vieillesse, bien sûr, pour la destruction progressive et définitive des liens sociaux fragiles, faisant de la solitude et de l'isolement une réalité particulièrement forte pour personnes LGBT plus âgées. Alors, privation. Deuxièmement, une certaine conformation forcée pour accéder au care. Les personnes LGBT, de manière directe et indirecte, de manière physique ou psychologiquement violente, sont extorquées pour qu'elles se conforment aux normes de genre et sexualité pour accéder au care. Forcées, par exemple, pour la famille, à cacher le fait qu'elles sont des personnes LGBT sous la peur de perdre des horizons matériels et subjectifs de la production quotidienne de la vie. Et tout ça peut se répéter dans le contexte tels que l'éducation, la santé, le travail, la pression pour la conformation. Troisièmement, j'avais dit la provision de care. Les personnes LGBT sont souvent placées dans des positions de caregivers en raison de la position subalterne qui marque les expressions de genre et sexualité. Même avec des trajectoires familiales violentes, elles finissent par s'occuper des personnes âgées dans leur propre famille. Et finalement, dans la récréation du care. Les personnes LGBT créent et recréent souvent dans des processus spatialement et matériellement localisés, mais aussi subjectivement riches, des pratiques de care indispensables à leur affirmation en tant que personnes LGBT au monde. Ce sont des pratiques parfois opaques, énigmatiques, illisibles aux yeux de ceux qui pensent le care dans ces dimensions hégémoniques. Tout ça se produit de manière très récurrente dans des endroits, des lieux considérés comme sales, comme objets de promiscuité clandestins, qui sont fondamentaux pour que ces gens peuvent être ce qu'ils veulent. Le queer care, d'une certaine manière, est le résultat complexe des trajectoires discontinues des personnes LGBT dans les sphères de care. Le queer care est donc tout, en réalité, ce que font les personnes LGBT pour produire leurs existences en tant que personnes LGBT à partir de leur corps, leurs alliances et leurs échanges intersubjectifs. Ou tout simplement dans des gestes quotidiens. Je sais pas, c'est un beau geste, non? C'est une photo qu'on a pris dans un café qu'on a fait avec les personnes qui ont fait partie de la recherche à la faculté de droit là, à l'Université de Minas Gerais au Brésil. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.